C'est ici à Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, dont le célèbre palais se trouve juste derrière moi, que commence notre balade dans ce beau département de la Côte d'Or, célèbre pour ses grands vins. Depuis des décennies et des décennies, à Dijon, on mange le pain d'épices de la maison Mulot et Petitjean. Le pain d'épices viendrait de Chine. C'est la première fois que le miel est mélangé à la farine. Il est revenu en Europe avec les croisades. Et Marguerite de Flandre était très friande de l'ancêtre du pain d'épices qui s'appelait le Boichet. Au XIXe siècle, de nombreux pains d'épiciers se sont installés à Dijon. C'est un produit qui est très utilisé en cuisine parce que le fait qu'on utilise l'anis ne donne pas trop de force au goût du pain d'épices. Et c'est quelque chose qu'on peut déguster avec du foie gras, de l'époisse aussi, c'est délicieux, je vous le conseille. Le folklore et la tradition racontent que Gengis Khan l'utilisait dans ses rations de combat. Bon ben maintenant, moi je prends ma ration et je vais attaquer la Bourgogne. Alors si je vous dis qu'à quelques kilomètres de Dijon, un jeune chef qui s'appelle David Zudas, tous les matins, rentre dans sa cuisine avec des peintures de guerre à la conquête, pas de la Bourgogne, mais de l'Hexagone. C'est un chef qui monte, et figurez-vous, mieux que ça, il utilise des truffes. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors tout simplement aujourd'hui, une entrée à base de légumes, tian de légumes d'automne, marmelade de courge et citron confit, truffes grises de Bourgogne. À tout à l'heure donc. Je suis là, je te regarde. Ne crois pas que je pars pas à 15 km, je suis juste à côté là. Donc on a épluché, on a lavé tous nos légumes. On va commencer par mettre en cuisson la purée de panais. Donc les panais, ce sont des carottes blanches, légumes d'automne, légumes racines. Donc on va faire une purée toute simple, coupée en gros morceaux, cuite à l'eau, légèrement salée. Donc les panais, tout simplement en gros morceaux dans l'eau. Ensuite on va faire la marmelade de courge. Donc en fait la marmelade de courge c'est un condiment pour cette entrée. C'est ce qui va donner un petit peu de relief au plat. Donc les oignons blancs sués sans coloration. Donc là c'est de la courge muscade, potiron, qu'on va couper aussi en gros dés, qu'on va rajouter aux oignons blancs et qu'on va laisser compoter. Ensuite on va tailler tous les autres légumes. Donc on utilise une petite mandoline, après on peut faire ça au couteau. Donc là on a des carottes jaunes du Doubs, la courge toujours, et du navet blanc, daikon. Donc tous ces légumes on va les retailler en petits rectangles avant de les cuire à l'anglaise. On va les cuire variété par variété dans l'eau bouillante salée. 3-4 minutes, après ça dépend de la fermeté de vos légumes. Et tout de suite, on les égoutte, on les plonge dans l'eau froide, avec quelques glaçons. Donc là, les panais sont cuits, on n'a plus qu'à les égoutter, bien les égoutter, et ensuite les mixer au petit robot. Donc les truffes grises de Bourgogne, moi je les épluche parce que ça a quand même une peau assez dure, très granuleuse. C'est la typicité quand même de la truffe grise de Bourgogne. Donc on termine la purée de panais qu'on a mixée, qu'on a égoutté, qu'on a refroidi quand même. Un peu d'huile de navette. Donc ça c'est une huile qui est très très jaune, très parfumée. Évidemment, l'huile de navette c'est notre huile à nous, mais on peut très bien la remplacer par une bonne huile d'olive. Une très bonne huile d'olive pour assaisonner les légumes. Juste un petit coup de pinceau pour l'illustrer. Alors après au montage tout simplement on joue avec les couleurs. La truffe donc râpée finement au moment pour avoir quelques jolies lamelles. La marmelade de courge.
quelques gouttes d'huile d'olive. Hop là. Le tian de légumes d'automne, Truviris de Bourgogne. L'huile de navette, bien sûr. Valérie, racontez-nous l'histoire de cet anis de Flavigny. Que vous avez si généreusement goûté en m'attendant. Et oui, parce que vous n'étiez pas là, donc j'ai goûté la fleur d'oranger, la menthe, la rose, l'anis, c'était tout le Bataclan, j'ai tout goûté. Donc vous vous êtes rendu compte qu'au milieu de chaque anis, on trouve une graine d'anis vert. Les graines qui arrivent des pays méditerranéens, parce qu'on n'en trouve pas dans notre région. Donc comment sont-elles arrivées chez nous? C'est pendant le siège d'Alésia. Jules César avait amené différentes graines, dont les graines d'anis, pour soigner les différents maux de ses troupes. Et Flavinius, le vétéran, donc, qui avait hérité de la colline de Flavigny, d'où le nom du village, a eu l'idée, avec les habitants, pour conserver la graine, de l'enrober dans du sucre. Et c'est comme ça que petit à petit, on a fait une dragée. Ici, nous sommes là où l'histoire a commencé. C'est le mythique Clos Vougeot. Monsieur Carlier, bonjour. Bienvenue Bruno, Merci. en nos vieux murs cisterciens. Ah, ils sont beaux vos murs. Hein. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous le devons à nos bons moines de Cîteaux. Vous savez que l'abbaye est située à quelques kilomètres d'ici, dans la plaine. Et les moines avaient besoin, d'abord leur région était inhospitalière avec des marécages, qui tirent puisque les marécages étaient habités par des cistes et des cistelles, c'est-à-dire les roseaux, dont ils tirent leur nom, Cîteaux. Et donc ils ont remonté la Vouge, cette rivière qui inonde leur marécage et qui prend sa source à Vougeot, pour trouver ici un lieu idéal à la culture de la vigne. Ils avaient du bon sens, les moines. Je crois qu'ils ont bien travaillé, ils le prouvent. On les retrouve partout, d'ailleurs. Tout ce qu'ils nous ont légué. Et donc ils ont construit tout d'abord au XIIe siècle, à partir de 1115, la partie exploitation viticole du château du Clos de Vougeot, avec sa cuverie et son cellier. Voilà, le cellier qui pouvait stocker jusqu'à 2000 pièces de vin, et la cuverie avec 4 pressoirs titanesques, qui sont encore aujourd'hui en état de marche. Monsieur Carlier, pour le profane que je suis, est-ce que vous ne pensez pas que dans les appellations Bourgogne, il y a une certaine complexité? Oui, ça doit être ressenti comme ça, et c'est vrai que c'est relativement complexe. C'est ce que je pense, en tout cas. Alors que nous avons un monocépage, puisque, en parlant des rouges, tous les vins rouges, les grands vins rouges de Bourgogne sont issus du pinot noir. Mais derrière ce pinot noir, il y a le terroir. Et à partir du terroir, eh bien, vous avez toutes les appellations qui en découlent. En partant des appellations génériques, Bourgogne ou Bourgogne aligoté, en poursuivant par les appellations villages, comme Chambol-Musigny, Maurice-Saint-Denis, Vaudne-Romanée, Vougeot, Nuits-Saint-Georges. Vous avez quand même 562 appellations de premier cru en Bourgogne. Et puis, en grimpant au summum, avec les grands crus que la Bourgogne possède en 33 appellations. Voilà la richesse et la complexité de la Bourgogne. En fait, cette complexité est notre richesse. Santé, s'il vous plaît. Alors chez nous, la star, c'est clair que c'est la crème de cassis, qui est le produit phare de la région. Donc nous, on va en faire une qui fait 15% d'alcool, qu'on va utiliser pour faire des kyres, qui va être très très chargée en fruits et peu en alcool, donc qui ne va pas casser la ligotée. Parce que pour faire un bon kyre, il faut une bonne crème de cassis et un bon aligoté. Après, nous avons le beurre de cassis, qui est notre dernier produit.
Donc là, que l'on va déguster soit en pâtisserie, dans un fond de tarte, dans un biscuit roulé, dans un gâteau de crêpes, ou alors si on veut faire un dessert très rapide, on va couper des fruits de saison, par exemple des pommes, des bananes, des oranges, et puis on va tremper dans notre beurre de cassis pour faire une fondue aux fruits. Alors il faut en mettre une bonne poignée, il ne faut pas hésiter. J'en mets Encore un encore. petit peu, allez. Mettez-en un peu, Nathalie. Soyons larges. Alors la moutarde, c'est un mélange de graines, Oui. de verjus. Alors une petite pincée, Un beau professeur. Hein. encore un peu, et de sel. Alors le procédé, c'est l'écrasement des graines avec ici un pilon. En fait, c'est pas très loin de ce qu'on fait chez nous dans la fabrique. Parce qu'on utilise, nous, des grosses meules de pierre. On est un des derniers fabricants à continuer d'utiliser ce procédé qui est un procédé ancestral et qui a l'avantage de limiter l'échauffement de l'écrasement. Il faut savoir que la petite graine de moutarde est très sensible à la chaleur. Et le fait d'utiliser ces meules de pierre, ça limite la vitesse de rotation. Et donc là, ça limite l'échauffement. Et ça permet à une petite substance qui est présente dans la graine, qu'on appelle l'allyle sénévol, de se dégager et de libérer toute sa saveur et tout son piquant. Pour préparer cette recette de cônes glacés à la moutarde, on aura besoin de moutarde, de vin blanc, d'échalotes, thym laurier, un peu de sucre et de la crème. Et puis pour faire les cônes, donc pâte à brique, un peu de beurre et puis des petits cônes comme ça où l'on va faire cuire la pâte à brique. Donc on démarre par cuire le vin blanc. Donc là j'ai mis à peu près 1 litre de vin blanc, 2 belles échalotes, un peu de thym laurier. Et on va faire réduire tout ça presque à glace. Donc pour préparer les cônes, on va parer les feuilles de briques de façon à avoir une circonférence à peu près idéale pour faire les cônes. On ne va pas les remplir à fond, donc à peu près la taille de l'assiette correspond. Mettez la pointe du cône à peine au niveau de l'angle et puis on fait rouler de façon à ce que tout ça tombe à peu près l'un en face de l'autre. Donc là notre vin blanc a presque réduit entièrement. On va pouvoir ajouter la moutarde, donc 2 bonnes cuillerées de moutarde. On va la laisser cuire un petit peu de façon à ce qu'elle perde quand même son acidité. On laisse cuire donc 2-3 minutes et j'incorpore la crème. Là en crème, j'ai mis à peu près 3/4 de litre. Donc pour 1 litre de vin blanc, 2 échalotes, on va la passer au chinois fin, la laisser refroidir et la mettre à turbiner. Après, donc on a sorti les cônes du four. Donc ça, je les ai fait cuire 30 minutes dans un four à 160 degrés. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une belle couleur. Donc la glace a été turbinée. Il faut prendre une petite cuillère à pomme parisienne. Chauffer un petit peu le fond. Voilà. Donc voilà les petits cônes de glace à la moutarde à déguster sans trop attendre. On goûte alors. Alors pour en savoir plus sur les hospices de Beaune, il me fallait un guide. Eh bien je l'ai trouvé. Marie-Thérèse,
ce département, Côte d'Or. Pourquoi Côte d'Or? Oui, alors c'est vrai que notre département aurait très bien pu s'appeler Seine et Saône, puisque la Saône traverse le département, la Seine prend sa source au nord du département, mais si notre département s'appelle Côte d'Or, c'est à cause du vignoble qui est situé sur des coteaux. Et en automne, le feuillage de la vigne prend une couleur or, donc la région devient Côte d'Or. Et aussi, une autre raison, toujours liée à la vigne, lorsque vous traversez notre vignoble, la côte de Nuits, la côte de Beaune, vous vous rendez compte que toutes les grandes appellations sont orientées à l'est. L'est, c'est la meilleure orientation pour la vigne. L'est, c'est l'Orient, la côte d'Orient, donc la Côte d'Or. Alors Marie-Thérèse, les hospices de Beaune, bien sûr, c'est attaché au département de la Côte d'Or. Bien sûr, les hospices de Beaune, ça résonne à la tête de tout le monde. Racontez-moi un peu pourquoi cette huile vernissée, toutes ces couleurs qui s'entrecroisent et qui se mélangent, pourquoi? Alors cet hôtel-Dieu, c'est un palais pour les pauvres. Et dans ce palais, on y retrouve la magie, comme vous l'avez dit, le symbole de la richesse. Le duché de Bourgogne est très vaste. Il s'étend de la Bourgogne actuelle, est de la France, nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Et les ducs de Bourgogne habitent Bruges et Gand. Oui. Ils habitent quelquefois Dijon et une fois par an, ils viennent à Beaune tenir leur parlement. Mais Nicolas Rolin, le fondateur de l'Hôtel-Dieu, lors de ses déplacements dans les Flandres, en Belgique actuelle, se rend compte qu'à Valenciennes, il y a un hôpital superbe, l'hôpital Saint-Jacques, qui n'existe plus. Et il va demander à des architectes flamands, pour son hôpital pour les pauvres, pour son palais des pauvres à Beaune, un hôpital encore plus beau que celui de Valenciennes.